Bienvenue à toutes et à tous à ce web séminaire. Aujourd'hui, nous vous proposons le BIM, le trait d'union entre la conception et la maintenance. Je me présente, je suis Frédéric Boutier, je suis l'organisateur de ce web séminaire. Je serai accompagné par 3 personnes pour la présentation, donc Laurent Trussello, responsable produit Karl Berger-Levrault, ainsi que Géraud Blacard, BIM manager chez Artelia, et Erwan Ledanvik, directeur pôle exploitation maintenant chez Artelia aussi. Ils vont nous rejoindre dans quelques instants et c'est eux qui vont donc animer cet événement. Ce web séminaire va se dérouler en 2 phases, 45 minutes de présentation et une quinzaine de minutes de questions-réponses durant lesquelles un questionnaire de satisfaction vous sera proposé. Nous vous rappelons que vous pouvez vous exprimer tout au long de cette présentation justement grâce au bloc messagerie instantanée qui se situe à droite de votre écran pour poser toutes les questions que vous voulez et je ferai le relais de ces questions auprès de nos 3 intervenants. Si vous rencontrez aussi des problèmes techniques lors de cette conférence, vous pouvez aussi utiliser le, le chat pour que je puisse justement essayer de régler tout ceci. Donc je rappelle, cette rubrique est disponible en bas à droite de votre écran. Sans plus attendre, je vais laisser la main à Laurent Trussello pour lancer ce web événement. Très bon web séminaire à toutes et à tous et je reprendrai la main à la fin de la présentation. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Artelia, Karl sont des acteurs qui participent au monde de la construction, de l'exploitation maintenance dans différents secteurs d'activité, au niveau des infrastructures ou des bâtiments. Et chacun à leur niveau ou dans leur domaine d'expertise, l'un plutôt de l'ingénierie, de l'accompagnement terrain auprès de la conception autour de maquettes et également dans l'exploitation maintenance, l'autre plutôt dans le domaine IT informatique avec des solutions logicielles. Eh bien, nous avons décidé de réunir nos connaissances, nos partages d'informations autour du BIM pour vous en faire une vision, une présentation croisée à travers ce web événement. Et donc, c'est tout naturel que nous nous sommes associés pour cet événement. Et nous vous remercions d'être aussi nombreux à avoir répondu présent pour cette présentation. Alors, ça va se dérouler en 4 temps. Très rapidement, 2 mots sur Artelia et Karl Berger-Levrault. Nous rentrerons ensuite plus concrètement dans le sujet avec une introduction aux promesses et aux enjeux des BIM. Vous le verrez, on ne parlera pas d'un BIM en particulier, mais de la totalité des BIM, j'y reviendrai. Et puis le cœur de cet événement, c'est la présentation de plusieurs contextes clients qui ont mis en place du BIM dans les infrastructures ou dans le domaine du bâtiment. Donc nous aurons un retour d'expérience autour du syndicat des eaux d'Île-de-France, un autre autour du syndicat intercommunautaire d'assainissement de l'agglomération parisienne, pour la partie infra, pour la partie bâtiment, les hospices civils de Lyon et l'IMT, l'Institut Mines Télécom. Enfin, nous terminerons par une synthèse et par une ouverture sur les différentes perspectives. Eh bien, sans plus attendre, nous commençons cette présentation. Je cède la parole immédiatement à Erwan pour quelques mots sur Artelia. Merci Laurent. Donc concernant Artelia, je ne vais pas m'éterniser pour ceux qui connaissent. Donc on est un groupe d'ingénierie français indépendant et basé principalement sur le territoire français, mais avec une implantation internationale à échelle, je dirais, d'environ 40, un petit peu plus de 40 pays aujourd'hui. Nous représentons bientôt 6000 collaborateurs au total. La totalité de notre capital est détenue par les managers et par les temps qui courent, c'est très adapté. Dans nos activités, bien sûr, principalement de l'ingénierie, mais également du management de projet, du conseil et également du clé en main, sur des activités, comme vous pouvez le voir là, qui sont très étendues et qui couvrent finalement non pas seulement que le bâtiment, mais également les industries, le domaine du maritime, l'environnement et voire même tout ce qui relève des transports et des villes. Voilà. Je fais bref, je laisserai du coup la parole à Laurent pour la partie présentation de Karl Berger-Levrault. Oui, rapidement également, pour que vous puissiez nous connaître. Karl Berger-Levrault fait partie d'un groupe plus important qui s'appelle Berger-Levrault, 1700 collaborateurs.
dont le métier est l'édition logicielle. Et l'entité, la Business Unit Carl, elle s'occupe depuis plus de 35 ans, est un spécialiste de l'édition des logiciels de gestion de maintenance, de gestion de patrimoine, d'asset management au sens large. C'est 150 collaborateurs dédiés à cette activité que nous adressons dans différents secteurs d'activité, l'industrie, le facility management, les transports, la santé et les collectivités. Vous voyez ici quelques-uns de nos produits, notre troisième génération d'outils de gestion de maintenance d'asset management CarSource, les produits mobiles qui l'accompagnent pour les acteurs de terrain. Et puis, pour faire le lien avec le BIM, eh bien, depuis plusieurs années, on a décidé d'intégrer dans les outils de gestion des actifs la capacité d'intégrer la dimension graphique qui est devenue très forte, avec les plans pour commencer, le SIG, les cartes. Et puis, depuis quelques années, depuis 2015, sous l'impulsion de nos clients, et on va le voir à travers quelques retours d'expérience, eh bien, nous sommes évidemment intéressés au BIM et au SIM pour l'intégrer, l'associer aux outils, à nos outils. Régulièrement, nous participons au BIM World. Et enfin, pour terminer, nous avons deux natures d'outils qui sont mis à disposition pour le BIM, un connecteur IFC pour échanger de la donnée, et enfin, des partenaires qui nous permettent d'associer une visionneuse 3D intégrée à notre GMAO. Voilà, c'était pour dresser le cadre. Eh bien, je propose d'aller maintenant sur les enjeux des BIM. Alors, vous voyez, ici, nous avons volontairement associé BIM conception, construction, exploitation, maintenance pour une raison simple. Quand on essaie de rapprocher aujourd'hui, de revenir sur les fondamentaux, j'ai envie de dire, du cycle de vie d'une infrastructure ou d'un bâtiment, eh bien, on a un schéma que l'on peut synthétiser comme celui-ci avec le programme, la conception, la construction, l'exploitation, etc. Et aujourd'hui, le BIM est entré par la porte de la conception et de la construction. On peut dire qu'il a atteint un certain niveau de maturité aujourd'hui, mais évidemment, on a tendance à parler des BIM parce qu'aujourd'hui, on a une forte demande autour, un fort besoin autour du BIM d'exploitation, parce que tout simplement, l'exploitation maintenant, c'est la phase la plus longue dans le cycle de vie d'un bâtiment ou d'une infrastructure. On l'a ici à la fois en termes de durée, mais aussi en termes de coût. Ici, vous avez un indicateur pour le bâtiment. On pourrait sans doute trouver des proportions à peu près similaires pour des infrastructures. 80% du coût d'un bâtiment se fait durant cette phase d'exploitation-maintenance. Et donc, il est tout naturel de vouloir avoir une continuité des BIM. Et donc, aujourd'hui, même si on parle de BIM différents parce qu'il fait office d'acteurs différents, eh bien, l'intérêt, c'est vraiment de parler des BIM au sens large ou du BIM au sens large si on veut le globaliser. Je vais laisser la parole à Géraud pour nous présenter plus particulièrement les acteurs et les enjeux autour du BIM. Bonjour à tous. Donc, si on continue un petit peu notre tour d'horizon là pour entre guillemets planter le décor, l'autre constat qu'on fait concernant la maintenance, c'est qu'on a de nombreux acteurs impliqués directement ou indirectement dans la phase d'exploitation maintenance, avec pour chacun des visions et des besoins différents. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on rencontre un certain turnover de certains de ces acteurs, comme le gestionnaire, le mainteneur, voire le propriétaire. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est concernant la typologie des projets qu'on rencontre, aussi bien dans le secteur du bâtiment que dans le secteur des infrastructures. Et cette grande typologie de projet, finalement, on se rend compte que les besoins et les enjeux finalement pour exploiter et maintenir ces ouvrages sont très différents. Si on parle de la maintenance d'un hôpital, d'un data center, ce sera des enjeux différents que pour l'exploitation d'une infrastructure linéaire de transport, par exemple, ou un ouvrage d'art. Finalement, donc le BIM, au sens méthode de travail collaborative autour, on va appeler la maquette numérique en français, va permettre de se placer au centre des enjeux de tous ces acteurs et de tous ces domaines d'activité. Donc, si on fait on regarde un petit peu plus en détail les bénéfices, ce qu'on va appeler aussi les objectifs du BIM pour la première des phases, entre guillemets, la phase conception, construction de l'ouvrage.
les objectifs communs qu'on rencontre en phase conception et l'intérêt finalement du BIM, c'est de faciliter la prise de décision. Donc on manipule des ouvrages en 3 dimensions, donc ça va nous permettre de mieux représenter les ouvrages, mieux les concevoir et anticiper les différents choix possibles, faciliter la prise de décision. Grâce au BIM, on va pouvoir aussi intégrer un certain nombre de simulations directement dans la maquette pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des contraintes. Et puis toujours sur ce volet, en s'appuyant sur la 3D, on va pouvoir mieux communiquer avec les élus, les futurs usagers, les parties prenantes, voir aussi bien sûr les futurs exploitants avec différentes technologies comme des visites immersives, de la réalité augmentée, et ainsi de suite, encore une fois, pour vraiment prendre en compte vraiment leurs attentes dès la phase de conception. En phase d'exécution, ça va être un petit peu le prolongement de ces usages-là, avec un usage important qui est ce qu'on va appeler la coordination spatiale 3D, qui va nous permettre, grâce à la maquette, de détecter très en amont les différents clashs, les différents intervenants, les différentes interférences entre les maquettes des différents métiers. Et ça, c'est un usage qui est intéressant pour anticiper les erreurs et les traiter en amont avant de les découvrir pendant la phase travaux. Ce qui génère beaucoup de plus-value et de retard de chantier. Je vais repasser la main à Erwan qui va vous parler du coup des objectifs et usages du BIM, en particulier pour la phase exploitation-maintenance. Merci Jérôme. C'est vrai que dans le prolongement de ces 2 étapes assez structurantes finalement de la constitution des bases d'une maquette numérique finalement, quelles sont la conception et puis la réalisation, l'objectif in fine, c'est finalement de pouvoir se projeter en phase d'exploitation avec finalement des usages qui peuvent être en fonction des cas très diversifiés. Alors je vous propose plusieurs slides, mais en l'occurrence l'idée c'est de structurer cette réflexion avec là en l'occurrence 3 modèles, enfin un triptyque de 3 thématiques. Donc d'abord finalement la gestion de la donnée, la data, c'est vrai que c'est très actuel comme problématique. Finalement centraliser une donnée, la donnée finalement technique et organisationnelle du patrimoine et des équipements qui le constituent. La modélisation 3D, c'est aussi un des outils, une des possibilités, puisque on a cette possibilité, cette alternative de visualiser un patrimoine, là où avant, c'était souvent des listes d'équipements assez platoniques, sur lesquels il était très difficile d'avoir un visu, une idée un petit peu tant de la configuration que de leur constitution. La modélisation 3D qui, bien sûr, on le verra tout à l'heure, permet de se projeter sur plusieurs fonctionnalités en fonction du rôle qu'on peut avoir au niveau de l'exploitation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages. Et puis une 3e thématique qui constitue finalement une thématique très importante et très technique, c'est finalement les protocoles d'échange standardisés, c'est-à-dire sans BIM, on se retrouve avec de la GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, une GTC, GTB, GTP, donc gestion technique du bâtiment centralisée ou de patrimoine, qui sont des protocoles qu'on connaît aujourd'hui, qui ne fonctionnent pas tous ensemble, ça dépend aussi de la configuration des ouvrages, et l'idée est bien entendu de les faire communiquer entre eux via des protocoles d'échange standardisés. Et ainsi, avec des thématiques comme celle présentée, on arrive à centraliser les besoins d'exploitation et les faire communiquer entre eux. L'objectif, c'est bien entendu d'optimiser la qualité de l'exploitation, mais aussi le coût. On arrive à maîtriser véritablement les dépenses, et puis en fonction de ce qu'on a envie de faire, proposer éventuellement des usages
des fonctionnalités aux occupants, aux utilisateurs, qui peuvent permettre aussi de valoriser son patrimoine. Alors, petite déclinaison en fonction de son statut, en fonction qu'on se situe plutôt à la gestion technique, l'utilisateur, ou alors à l'inverse, au niveau de la gestion de patrimoine ou de l'asset management. C'est vrai qu'en tant que propriétaire, on a plutôt envie finalement de maîtriser, de contourer ses dépenses. Donc, on peut avoir via les données centralisées une maîtrise assez fine de toutes les données d'exploitation. Les visites virtuelles permettent également une fonctionnalité importante, notamment vu le contexte d'ailleurs, d'avoir une projection et une visite à distance du patrimoine considéré. Pour des gestionnaires et des property managers, on a plutôt une ambition de gestion technique. Par exemple, le suivi de la réglementation, le suivi des énergies, ou même les suivis de la dépense, on va dire, courante en exploitation. Et là également, via des systèmes qui communiquent entre eux, si la gestion technique du bâtiment communique avec une GMAO qui elle-même est cohérente avec le système d'alerte qu'on lui met, finalement, on a un ensemble qui vit bien. Et puis même au niveau soit locataire, soit utilisateur, aussi ça dépend de son statut, finalement on peut avoir, j'évoquais tout à l'heure les fonctionnalités, mais on peut aussi avoir une meilleure gestion des espaces. On utilisera un terme space planning, c'est-à-dire finalement l'optimisation de l'occupation. Et de la même manière, en ce moment, ce sont des sujets assez préoccupants, dirons-nous. Je terminerai simplement par évoquer les interfaces entre les systèmes. C'est un petit peu plus technique, mais c'est important de le rappeler, puisqu'en réalité, pour arriver à faire en sorte que tout communique bien ensemble, au centre finalement de la démarche BIM exploitation, il est nécessaire de faire communiquer plusieurs systèmes, avec plusieurs parfois enjeux différents. On peut avoir la maquette numérique en elle-même, qui est à elle toute seule un système, les plans, qui eux permettent finalement d'avoir une vision transversale, la géolocalisation, qui est utile également quand on a des demandes d'intervention sur un patrimoine diffus. On a une efficacité de l'intervention qui est optimisée, et le tout doit communiquer dans un sens comme dans un autre, et en fonction des systèmes, des patrimoines, des budgets également, tout n'est pas possible. Voilà. Donc on doit avoir finalement cette question autour de quels sont les systèmes en place, quelles sont les ambitions en BIM exploitation pour arriver à maîtriser la démarche BIM exploitation avec les systèmes installés. Je propose maintenant de laisser la parole à Laurent, qui va vous faire du coup l'introduction des expériences et des projets qu'on vous présente juste à la suite. Oui, tout à fait. Et donc, quand on voit cette nécessité d'avoir vraiment une coopération entre, d'un côté, du management, des processus, des personnes qui vont finalement accompagner le processus du cycle de vie des équipements, et de l'autre, des outils qui sont aujourd'hui une nécessité, hein. On en parlait également, la digitalisation de ces informations est un enjeu, et encore plus fortement aujourd'hui avec l'actualité. Et donc, tout naturellement, on se pose la question comment capitaliser sur le BIM, sur la totalité de ce qu'on peut appeler les BIM, et de la conception jusqu'à l'exploitation, pour garantir l'atteinte de ces objectifs qu'on vous a exposés. Et donc, je pense que le plus simple, c'est d'aborder des cas concrets, pragmatiques. Et donc, c'est ce que nous vous proposons dans cette deuxième partie, en commençant par le CEDIF. Ok, merci Laurent. Donc, je présentais un retour d'expérience effectivement pour le CEDIF, pour le syndicat des eaux d'Île-de-France. Donc, c'est un projet qui concerne la rénovation de l'unité de filtration pour l'usine de production d'eau potable qui se trouve à Choisy-le-Roi. Artelia, nous sommes maîtrise d'œuvre de l'opération, pardon. Le montant prévisionnel des travaux, c'est 20 millions d'euros. Et à ce jour, les travaux sont en cours. Donc là, Artelia, nous avons fait la conception du projet, puis on a lancé un appel d'offres, et voilà, donc les travaux sont en cours en ce moment. Et les objectifs de la démarche BIM du CEDIF, ce projet-là, c'était effectivement
améliorer les processus de conception et de réalisation, donc pour avoir une meilleure maîtrise des coûts et des délais, permettre une meilleure coordination entre les différents acteurs, aussi bien les acteurs de la construction que l'exploitant, parce qu'on intervient dans une usine qui est en fonctionnement. Disposer d'outils de communication, donc communiquer à partir de la maquette numérique, donc avec les élus, aussi avec l'exploitant. Et puis deux objectifs en lien direct avec l'exploitation et la maintenance. Le premier, c'est alimenter la base de données patrimoniale du C10, c'est-à-dire que, in fine, avoir une maquette DOE qui va pouvoir alimenter cette base de données patrimoniale, et aussi avoir cette maquette numérique DOE qui puisse être utilisée pour l'exploitation et la maintenance des nouveaux ouvrages, des nouveaux ouvrages et équipements. Donc, je vous disais, on est intervenu sur un bâtiment existant, et le projet consiste à rénover, donc aussi bien la partie génie civil que l'équipement. Donc, on est parti d'un scan 3D, un nuage de points de cet ouvrage existant. Ensuite, on a créé la maquette à partir de ce nuage de points. Donc, on a importé la maquette dans les outils de modélisation, puis on est revenu modéliser tel que l'existant. Donc, ça, c'était la première étape. Et ensuite, on a pu développer notre projet. Des images de cette maquette de conception. Donc, on est vraiment sur une typologie d'ouvrage, on va dire industriel. Donc, c'est un ouvrage de traitement des eaux avec beaucoup de génie civil, avec des formes parfois complexes et beaucoup d'équipements, d'électricité, d'automatisme. Donc, quelques images ici de la maquette, visualiser un peu cette du projet. Juste quelques rappels sur le BIM là, pour un peu étayer la suite de mon discours. Donc, le BIM, c'est pas seulement de la 3D, c'est vraiment l'évolution finalement du dessin 2D classique. On est passé du dessin 2D au dessin 3D, et avec le BIM, on est bien sûr de la 3D plus une base de données associée avec des objets caractérisés selon leur nature et avec un certain nombre d'informations à l'intérieur. Donc cette donnée du BIM, en fait, elle est portée à l'échelle de l'objet. Sur la gauche, on va parler d'objets BIM ou de familles BIM qui, eux, sont constitués d'un modèle 3D et d'informations à l'intérieur qu'on appelle aussi des paramètres. Et c'est la concaténation de tous ces objets qui vont former le modèle BIM. Un dernier rappel, donc pour un petit peu définir on va appeler les niveaux de développement de la maquette numérique. On a deux critères, ce qu'on va appeler le niveau de détail géométrique ou le niveau de détail graphique, donc qui concerne vraiment la représentation, le niveau de détail dans la représentation des objets. Et ensuite, on a le niveau d'information auquel on va s'intéresser plus particulièrement, qui est vraiment la quantité d'informations qu'on va associer à chacun des objets. Donc, pour faire le lien entre la maquette et les outils d'exploitation maintenance de GMAO, il est important qu'on retrouve un certain nombre d'informations justement dans la maquette et dans chacun des objets pour pouvoir faire le lien et alimenter par la suite la GMAO. Donc ça, c'est le travail qu'on a fait pour ce projet au moment du dossier de consultation des entreprises, où on a rédigé un cahier des charges qui a défini grande catégorie d'objets par catégorie d'objets, vraiment les informations attendues à renseigner par les entreprises tout au long de la phase exécution et puis jusqu'à la remise de la maquette DOE.
Donc, on voit ici, c'est des exemples de tableaux où pour chaque, encore une fois, chaque grande catégorie d'éléments, que ce soit la structure, les équipements, l'électricité, l'automatisme, et puis tous les équipements, process, on a défini la liste des paramètres qui vont nous permettre de faire le lien avec la GMAO. Alors, en l'occurrence, ici, ce sont surtout des codes géographiques qui nous permettent de localiser tel ou tel équipement déjà dans l'usine, après dans le bâtiment, ensuite dans un local, peut-être dans telle pièce, et puis une fois qu'on arrive à la pièce, on a encore un sous-détail qu'on va appeler le code emplacement, qui est l'emplacement de l'équipement dans le local, et puis ensuite encore un code plus fin qui est le code PCF, qui permet de retrouver l'équipement par rapport au, on va appeler le plan de circulation des fluides. Donc, comment j'ai présenté d'abord le résultat, comment on est arrivé à la définition finalement de tous ces paramètres à renseigner pour chaque grande catégorie d'objets. Ça a été un travail, on va dire, en 5 étapes. On a déjà fait un travail sur la GMAO existante, donc encore une fois, on est sur une usine existante avec une GMAO qui est déjà en place. Donc on a essayé de comprendre comment elle fonctionnait, les infos qu'il y avait à l'intérieur. Deuxième étape, on a fait un inventaire finalement de tous ces objets qu'on a manipulés dans le cadre de notre projet. Donc on a essayé de les catégoriser par famille, donc la structure, les équipements, ainsi de suite, et puis par discipline. Donc pour ça, on s'est appuyé un petit peu sur la norme Uniforma. Et puis pour les paramètres, on a fait la même démarche, c'est-à-dire qu'on a essayé de regrouper tous les paramètres qui permettaient de faire des liens avec de la GMAO, des paramètres qui étaient plutôt des paramètres de dimension, de matériaux, des paramètres de liens URL vers des documents, et ainsi de suite. Et puis ensuite, on a fait le travail d'association de ces paramètres ou groupes de paramètres avec ces objets ou groupes d'objets. Et puis ensuite, on a eu des différentes étapes de validation, effectivement, avec le maître d'ouvrage et l'exploitant. Donc, ces 5 étapes, je vais détailler un petit peu plus rapidement. Donc, ici, c'est un extrait justement de la GMAO existante dans laquelle on a essayé de s'inscrire. Le travail d'organisation des objets par discipline métier. Donc, là, on a essayé de classer les objets selon si c'est des objets pour le process, pour la structure, pour menuiserie-serrurerie, pour les réseaux CVC, ainsi de suite. Le troisième travail, on a regroupé donc les paramètres selon leur nature, donc des paramètres liés aux caractéristiques techniques, plutôt des paramètres liés aux dimensions matériaux, plutôt des paramètres de localisation, plutôt des paramètres donc en lien avec la GMAO, ou plutôt des paramètres comme une date d'installation, une date de pose ou de fabrication d'un équipement. Et on a créé un certain nombre de groupes de paramètres. On a essayé d'avoir cette vision croisée pour chaque catégorie d'objets, lui associer tel ou tel groupe de paramètres et essayer de définir cette association aussi en fonction de nos fameux niveaux d'information, nos LOI ou nos NI, en colonne. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres, typiquement les paramètres de GMAO qui sont arrivés pas directement pendant la phase d'exécution, mais plutôt dans le niveau de développement de la maquette associé au DOE. Au slide d'après. On regarde un petit peu plus dans le détail, si on prend le groupe de paramètres justement qu'on a appelé GMAO. Donc on voit qu'on a on a 7 paramètres qui permettent de localiser l'équipement en partant de l'usine jusqu'au local, puis son code d'emplacement, puis son code PCF. Et puis, si on regarde sur la gauche, on a les différentes disciplines concernées par ces paramètres-là.
Et puis en bas, on a toutes nos catégories d'objets et on voit pour lesquels tout ou partie de ces 7 paramètres GMAO vont s'appliquer. Donc si on prend par exemple un équipement, lui il va avoir la totalité des 7 paramètres. Si on prend plutôt des éléments de structure, eux ils n'en auront que 4 ou 5 parce qu'ils n'auront pas de les codes, par exemple le code emplacement et le code PCF qui sont vraiment liés à des équipements hydrauliques. Un autre exemple, donc c'est le même exercice avec les groupes de paramètres qu'on a appelés références DOE. Eux sont plutôt des liens vers des documents. Donc de la même manière, on a différents types de liens, donc des liens vers des documentations fournisseurs ou des liens vers des plans de coffrage ou plans de ferraillage. Et là, de la même manière, on voit que pour la structure, on va plutôt avoir les paramètres qui sont des liens plan de coffrage, plan de ferraillage, et puis pour les équipements, plutôt des liens vers une documentation, une référence fournisseur. Donc, c'est ce travail-là croisé en fait qui permet d'arriver au tableau que je vous avais présenté au début. Donc aujourd'hui, l'étape d'après, comme je vous disais, les travaux sont en cours. Donc les entreprises utilisent les maquettes numériques pour produire leurs études d'exécution. Et nous, maîtres d'œuvre, on assure un contrôle continu de ces maquettes tout au long de la phase d'exécution. Donc, on fait des contrôles, on appelait des contrôles qualité. Donc, on contrôle une vingtaine de points de contrôle sous la forme de grilles d'analyse, comme vous voyez à l'écran. Et donc, ces points de contrôle, il y a toute une partie qui est vraiment sur la structure du fichier informatique, le géoréférencement, le respect des codifications, des nommages des objets. Donc pour ça, on peut s'appuyer sur des outils qui existent dans Revit comme Model Checker, pour ne pas le citer, qui permettent d'automatiser un petit peu ces contrôles et d'avoir un peu des tableaux de bord comme vous voyez ici qui nous permettent de suivre contrôle après contrôle comment ces maquettes numériques évoluent, donc en termes de taille de fichier, de nombre d'objets, et puis encore une fois de respect des règles de nommage et de codification qu'on a définies dans le cahier des charges. Et l'autre typologie de contrôle qui fait le lien avec tout ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire que toutes les informations qu'on a demandé aux entreprises de renseigner, encore une fois sur la structure des équipements, mais on va aussi contrôler qu'elles ont bien été renseignées. Et pour ça, on va plutôt faire passer par des exports Excel, sous forme de tableau Excel de liste des équipements, de la structure, et ainsi de suite. Et avec Excel, en fait, on a un contrôle à 2 niveaux. Donc, il y a un contrôle plutôt au niveau du BIM manager qui déjà va contrôler si la donnée, oui ou non, elle est présente. Et si la donnée attendue, si on attendait une donnée c'est plutôt un matériau ou un lien URL, est-ce que la nature de la donnée à l'intérieur est correcte? Et puis la deuxième niveau de vérification, il est plutôt métier, donc avec via le directeur de projet, via les ingénieurs référents qui, eux, vont plutôt aller vérifier que la donnée est exacte. Donc, c'est les deux niveaux de vérification. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce projet-là, qui, encore une fois, est en cours de construction. Donc, je vais passer la main à Laurent, qui va vous présenter 2 autres retours d'expérience pour le SIAP, notamment. Alors oui, un deuxième retour d'expérience, merci Géraud, sur les infrastructures. Alors je tiens déjà à remercier nos clients pour nous autoriser à partager leur expérience. Alors le SIAP, c'est un opérateur d'assainissement des eaux de Paris. Évidemment, il est en charge des grosses installations qui sont réparties et implantées tout autour de la région parisienne.
Et donc, les bénéfices qu'ils avaient escomptés du BIM sont à synthétiser ici. Je les aborderai très brièvement pour aller sur retour d'expérience. C'était sur la construction des optimisations autour des pièces de marché, notamment la détection de conflits, hein, on en a parlé tout à l'heure, la modélisation avec des propriétés. Mais j'insiste sur un de ces points, c'est la cohérence avec ce qu'ils appellent le PID, c'est-à-dire le Piping and Instrumentation Diagram, c'est-à-dire le lien qu'il va y avoir entre le schéma de représentation des usines, puisque là on parle d'usines de traitement, hein, de chaîne d'usines de traitement, et donc avec cette notion de 3D, de maquette qui arrive, et donc vous allez voir, c'est un élément important dans la cohérence et la continuité entre la construction et l'exploitation maintenance. Au niveau de l'exploitation maintenance, plusieurs bénéfices étaient attendus, un certain nombre pour les techniciens, pour les aider à préparer leur intervention, évidemment, à travers une maquette virtuelle, notamment sur les conditions d'extraction de certains équipements. Mais on peut aussi noter directement la volonté de partager les documents qui sont regroupés dans la phase de conception-construction et qui sont utiles pour la phase d'exploitation-maintenance, tout en les associant avec le SIG, le système d'information géographique, puisque dans leur contexte, les infrastructures sont-elles disséminées et diffuses sur un territoire extrêmement large. On va parler de BIM multi-échelle. Alors, le projet qui a initié, je dirais, les réflexions au sein du SIAP avec les donneurs d'ordre de la construction, eh bien, c'est l'usine de biogaz du site de Seine-Aval. Donc, voilà, on a une représentation modélisation 3D, donc ça vous permet de voir un petit peu la typologie de cette infrastructure, ou une partie de la typologie avec du piping, des structures métalliques, et puis des pièces avec évidemment des vannes et autres équipements techniques. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, et pour apporter des éléments importants sur la façon dont l'intégration des données, la coexistence de la maquette post-construction s'est faite autour justement de cette notion de PID, et c'est pour ça que j'insistais au départ, puisque contrairement au monde du bâtiment où la partie organisation, la maquette permet de structurer l'organisation géographique des équipements avec des bâtiments, des étages, des sites, des locaux, on le verra tout à l'heure. Ici, on est plutôt dans un processus lié au PID et donc à des fonctions qui sont remplies par un certain nombre d'équipements. Et donc, il était tout naturel que ces fonctions soient reprises au niveau de la maquette en lien, évidemment, avec l'outil de gestion. C'est ces deux éléments qui permettent la complémentarité, la continuité de la cohérence de l'information pour ensuite capitaliser sur le cycle de vie d'un côté dans l'outil de GMAO et puis sur la dimension graphique et attributaire de certains éléments côté maquette. Enfin, ce que l'on peut noter, c'est le fait que dans un premier temps, en tout cas dans une première réflexion, l'idée de la maintenance de la maquette et de la structuration côté GMAO s'est posée. Et donc, les hypothèses qui sont retenues, c'est plutôt de ne pas modéliser dans la maquette, de garder les fonctions à travers les PID, mais les équipements techniques de les suivre uniquement et directement dans la GMAO pour assurer une meilleure stabilité des informations qui sont dans la maquette. Évidemment, si on change la structure, si on change le process, il va être mis à jour. Mais en revanche, si je change l'équipement qui remplit la fonction du process, eh bien, je n'ai pas une nécessité d'être obligé de revenir sur la maquette. Ça, c'est un élément aussi important dans la réflexion, c'est la capacité dans le temps à tenir à niveau l'ensemble de ces systèmes. On l'a vu dans la stratégie de départ, c'était aussi une vision d'architecture globale avec d'un côté une GED. On le voit d'un côté, sur la côté gauche, une maquette qui va contenir un certain nombre de données, les données graphiques, certaines données attributaires. De l'autre, un ensemble d'autres données, puisque quand il y a des constructions, évidemment, le SIAP demande à obtenir les gammes, les arborescences, les articles qui vont servir à la maintenance de ces éléments. Et donc, ceux-ci, eux, vont être intégrés par d'autres principes. On ne va pas chercher à les associer absolument à la maquette. Ce sont des données qui doivent intégrer directement la GMAO. Donc, il y a aussi une question de quelles données dans la maquette, quelles données dans d'autres systèmes. Et ensuite, on a une coopération globale, vous voyez, avec d'un côté une représentation graphique pour des exploitants. Ici, comme c'est du SIG et du BIM, on va s'appuyer sur des outils des SRI. Et puis de l'autre côté, dans la GMAO, eh bien, via des webscènes, on va être capable d'afficher cette maquette à l'intérieur de l'application de GMAO pour avoir aussi un certain nombre de bénéfices et d'usages.
Voilà pour le premier retour d'expérience. Sur le deuxième, alors on change de contexte, on passe vraiment dans un contexte. Ah oui, si, quand même quelques mots sur la fin de ce projet. Eh bien, pour l'instant, ce projet, en termes de données, est à niveau. En termes d'implémentation, avec le SIG, eh bien, il y a toute une structuration qui s'est mise en place aussi côté client. Hein. Le client souhaite maîtriser complètement son système d'information et donc les services se sont dotés de BIM Manager, de SIGIS et évidemment d'administrateurs GMAO. À noter que dans leur contexte, ça faisait 10 ans qu'ils avaient déjà une GMAO centralisée et un SIG disponible. Et donc, évidemment, se pose la question maintenant de l'arrivée des maquettes et de l'intégration globale qui s'accélère du fait de la numérisation en parallèle d'autres sites qui sont modélisés à partir de LIDAR et redessinés pour être ensuite associés à l'outil ou à cette plateforme globale du système d'information. Côté des hospices civils, on est dans un contexte plutôt de bâtiment. Hein, donc on a l'un des plus grands hôpitaux de France, c'est 17 sites, hein, c'est environ 300 bâtiments, près d'un million, un peu moins d'un million de mètres carrés, avec des salles d'opération, des chambres, des locaux divers et variés, et un certain nombre d'installations techniques là, qui sont référencées, des ascenseurs, souvent des installations plutôt conséquentes et sophistiquées. Et donc, fin 2015, les hospices civils ont été amenés au BIM, ont souhaité s'approprier ces technologies, ont souhaité s'outiller, se former autour des outils de modélisation et se faire accompagner, et se sont posé la question autour d'un projet phare qui est le bâtiment H, un bâtiment Édouard Herriot, un bâtiment hautement technique, un trauma center de 5 étages avec une technicité extrêmement forte, a souhaité capitaliser autour de ce projet et ont commencé évidemment à se structurer. Et pour fin 2015, il y avait déjà des extrêmement bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre autour d'une convention BIM qui regroupe un cahier des charges. Évidemment, si on souhaite obtenir de l'information, notamment attributaire, il faut pouvoir expliquer ce qui est attendu, donner les règles de codification et de nommage, les propriétés, un peu dans la même veine, évidemment, que ce qui a été présenté dans le cas précédent. Et donc, pour aider également à la récupération des informations, ils ont mis en place deux processus qui étaient, à mon avis, intéressants pour, si on se replace à quelques années en arrière, c'est beaucoup moins fréquent d'être dans le BIM exploitation. Et donc, il y avait vraiment un processus autour du contrôle de la maquette, des données, le processus que vous voyez sur la partie gauche, hein, qu'on a pu voir aussi précédemment. Et il y a également mis en place, à l'époque, un processus autour du contrôle des données, de l'accompagnement des entreprises en phase exé pour remplir les fichiers, évidemment du contrôle, pour s'assurer que ces données sont bien remplies, avec des boucles itératives, de façon à augmenter la capacité d'information requise et intégrée dans les maquettes pour une phase d'exploitation maintenance. Et un groupe de travail avait été constitué à partir également des acteurs de la direction technique des hospices civils. Et puis également, nous avons été associés à ce moment-là à ce projet. Ici, ce qui est intéressant de noter également, c'est que les GMAO ont une antériorité souvent pour les installations ou les infrastructures complexes, et donc on en retrouve assez régulièrement avec une certaine maturité pour certains de nos clients. Et ici, ils sont appuyés sur leur maturité autour de la GMAO pour savoir quelle propriété, pour quelle typologie d'équipement, déjà quel équipement il faut modéliser et quel équipement il faut critériser. Équipement technique, puisque c'est là-dessus qu'il va y avoir effectivement la maintenance la plus importante, on l'a vu par rapport aux 33 000 équipements suivis. Et donc, à partir des données dans la GMAO, mais également à partir de leur vécu, sur leur capacité à tenir dans le temps ces caractéristiques, ils ont proposé des gabarits à l'intérieur de la maquette pour pouvoir faciliter la saisie et la remontée de ces informations. Ces gabarits correspondant aux différentes lots techniques, CVC, électricité, etc. Et donc, in fine, on a récupéré ces maquettes en fin de phase d'exé. On a récupéré à peu près 80% des données attendues en qualitatif et en quantitatif, ce qui est déjà plutôt remarquable compte tenu des expériences précédentes qui étaient plutôt aux alentours de 50% d'informations. Donc il y a vraiment eu un gain autour de cette approche. Et donc ce qui nous a permis automatiquement de générer la structuration que vous voyez à gauche, mais également on peut récupérer aussi la partie 2D pour la rendre interactive. Concernant les équipements, c'est bien là aussi une différence fondamentale par rapport au plan, c'est la capacité d'aller beaucoup plus loin dans les attributs techniques. On les retrouve un peu sur la partie gauche, là c'est un peu difficile à lire, mais on retrouve ces différents attributs qui vont être ensuite reventilés grâce à notre connecteur dans les différents attributs de la gestion de la GMAO pour pouvoir alimenter
eh bien, les informations pour les acteurs techniques. Ici, une visualisation de la maquette qui permet un premier niveau d'interaction et on voit un peu la densité et la complexité des réseaux qui permettent de mieux appréhender cette vision graphique en 2D et en 3D. À noter que en termes d'avancement, actuellement, l'intégralité des plans sont en train d'être intégrés puisqu'il y a tout le reste du patrimoine également. Et puis, les données ont également été reprises des maquettes. La partie 3D est en cours d'expérimentation pour le service exploitation-maintenance. Et enfin, peut-être à noter, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie ambition, une vraie continuité dans le BIM aux hospices. Une fois qu'on y est rentré, j'ai un peu l'impression qu'on le fait continuer, on l'aborde, et donc on a environ une dizaine de projets actuellement en cours autour du BIM. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'adaptation qui a eu lieu entre ces projets de 2015, complexes, une capacité aussi à proposer des conventions plus légères, plus simples, avec moins d'attributs, pour aussi alléger la charge et la rendre plus cohérente par rapport aux projets qui sont menés en BIM. Je laisse la parole maintenant à Erwan pour le dernier retour d'expérience. Merci Laurent. Donc pour cette dernière partie des retours d'expérience, on a choisi donc l'Institut Mines Télécom Paris-Saclay, pour laquelle Artelia a été AMO, tout du moins accompagné l'IMT depuis le début de la conception jusqu'à aujourd'hui, finalement les premiers mois d'exploitation, hein, avec une ouverture datant de septembre-octobre 2019. Ça représente environ 40 000 m² de surface dédiée à l'enseignement supérieur, un restaurant de découvert, un montant assez important d'investissement à hauteur de 150 millions d'euros, et puis finalement un ouvrage qui n'est pas un ouvrage entre guillemets simple, tertiaire, mais qui couvre également des laboratoires, des salles de travaux pratiques, 8 amphithéâtres, des salles de cours un peu particulières, et qui fondamentalement constitue un projet full BIM, c'est-à-dire qu'il a été dès son début conçu en BIM, construit en BIM, et aujourd'hui on démarre l'exploitation en BIM également. Donc on a aujourd'hui finalement des premiers éléments pour déjà un peu échanger aujourd'hui. Je souhaitais revenir du coup sur la démarche qu'on a utilisée, puisqu'en réalité il a fallu travailler à différents niveaux pour s'assurer qu'au niveau de l'exploitation, on ait quelque chose qui fonctionne correctement. Il a fallu d'abord travailler finalement sur la partie stratégie. Au-delà de parler de BIM, il faut commencer finalement par se dire quelle est l'organisation on prévoit, clarifier ses attentes et s'assurer d'avoir une stratégie adaptée. En parallèle, la démarche BIM, elle commence très tôt, bien avant le moment où on se pose la question de savoir ce qu'on va faire en exploitation. Donc l'idée, c'est de rattraper le train par rapport au sujet exploitation-maintenance, le plus tôt et le mieux, sachant que plus tôt on donne des directives aux concepteurs au niveau du BIM en vue de l'exploitation, mieux on s'assure d'avoir un démarrage en exploitation qui soit bien intégré en BIM et qu'on n'ait pas un BIM qui soit plutôt une maquette numérique, ou du moins qui soit un peu superficielle, qui soit plutôt un outil mis de côté. Et puis l'intégration technique, puisque on parle beaucoup du logiciel, on parle beaucoup de l'organisation et de la stratégie, mais il faut aussi bien entendu que les données viennent de quelque part. Donc il y a aussi des systèmes de l'équipamentation, instrumentalisation, qui permettent de faire remonter des données. Et là aussi, c'est une question d'investissement initial, puisque au moment de la construction, il faut faire un choix, un arbitrage sur le degré d'instrumentalisation du bâtiment pour s'assurer ensuite que ces données servent bien à quelque chose. Voilà. Une fois qu'on a travaillé sur ces trois niveaux, on définit les cas d'usage qui, eux, ensuite, je vous passe toute la partie ingénierie BIM, travaux, parce que là, je suis vraiment très orienté dans le prolongement des autres exemples qui vous ont été proposés, en vue de la mise en exploitation et les premiers mois, voire les premières années d'exploitation. L'objectif étant de définir, là encore, tout dépend des organisations, soit des contrats d'entretien, de maintenance et de services adaptés, intégrant les contraintes BIM, soit former du personnel interne, s'il y en a,
pour s'assurer finalement que les cas d'usage soient bien respectés et qu'on ait une continuité entre la fin de chantier et le début de l'exploitation. Et donc, dès lors qu'on entre dans la définition de cahier des charges, ce qui a été le cas dans cette opération, il a fallu travailler tant sur l'exploitation, mais aussi les services. Alors, quand on dit services, on parle des services aux personnes, donc on est plutôt sur l'accueil, le standard téléphonique, la reprographie, enfin la restauration éventuellement, et les services à l'immobilier, on est plutôt sur le nettoyage, les espaces verts. Voilà, juste pour bien saisir. Certains services n'ont pas d'impact particulier sur les enjeux et les fonctionnalités de BIM exploitation, d'autres beaucoup plus, tant sur la maintenance multitechnique que certains enjeux d'hygiène et de propreté. Et dans cette réflexion, nous avons aussi défini nos exigences de GMAO. Dans cette opération bien particulière, l'IMT a choisi d'intégrer la GMAO dans le contrat de maintenance multitechnique. Donc finalement, les exigences GMAO étaient intégrées dans le marché de maintenance multitechnique. Voilà, c'est un cas, on le choisit comme exemple, il y a d'autres manières de faire, mais en l'occurrence, il a fallu que les opérateurs consultés sachent aussi un petit peu intégrer cette dimension. Et puis, ces cahiers des charges permettent d'intégrer à la fois les cas d'usage et leur déclinaison, notamment sur la centralisation des données. Alors, plusieurs sujets et points, je dirais, un petit peu d'alerte. C'est que, bon, là, dans cette opération, comme je vous le disais, on était en full BIM. L'idée étant, du coup, quand on dit full BIM, c'est de ne pas s'arrêter à la réception de l'ouvrage, mais bien de continuer à injecter de l'énergie, du temps, pour faire en sorte que ça soit pérenne dans la démarche, tant dans l'investissement initial que dans l'investissement d'exploitation. Il est important dans cette opération de rappeler qu'on a quasiment travaillé en amont 2 ans avant la mise en exploitation de cet ouvrage pour faire en sorte que la stratégie tienne. Il a fallu en effet, comme je vous le montrais tout à l'heure, partir d'une stratégie, ensuite des cas d'usage, lancer une consultation, trouver les bons opérateurs. On avait donc, en tout cas pour celui qui était le plus consistant en termes de contrat, le marché de maintenance multitechnique, on avait 5 candidats qui étaient comme Engie, comme Eiffage Maintenance, comme Vinci Maintenance et les autres. Voilà, on a eu en marché public finalement un appel d'offres, chacun a pu postuler pour aboutir in fine, après 3 tours de soutenance et de négociation, parce qu'il fallait aussi affiner un petit peu les besoins et en face que les candidats nous montrent ce qu'ils étaient en capacité de nous proposer, aboutir finalement au moment de la notification. On a pu, ce qui n'est pas toujours possible, mais dans ce projet, vu qu'on s'y est pris tôt, on a réussi, notifier donc le marché de maintenance multitechnique, qui est le plus lourd, avant la livraison de l'ouvrage, et permettre du coup aux opérateurs de commencer avant finalement d'être les responsables de la maintenance et de l'exploitation du bâtiment et de ses équipements. On tient bien sûr à indiquer qu'il y a une certaine vigilance à apporter sur les solutions opérationnelles des acteurs de la maintenance aujourd'hui, entre finalement le rêve et les solutions dont on a réellement besoin, et qu'on peut également, ce qui fait la transition vers mon dernier point, ce qu'on peut également se payer, puisqu'en fonction des fonctionnalités, il y en a certaines, je dirais, qui découlent naturellement, comme je vous l'évoquais tout à l'heure sur les fonctionnalités, qui sont des fonctions qui découlent naturellement de la maquette numérique, d'autres qui nécessitent du développement et qui nécessitent aussi de l'investissement sur la durée. Voilà, on a un petit peu dépassé le temps. Je vais du coup passer directement à la partie conclusion de ces différents retours d'expérience, pour indiquer dans un premier temps que plus on commence tôt, mieux c'est, et donc l'important est d'identifier les besoins en exploitation dès la phase de conception. On l'a vu en fonction des exemples que finalement ça apporte de la valeur ajoutée à la démarche en BIM, qu'elle soit d'ailleurs en BIM conceptualisation, mais aussi en BIM exploitation. Il est important également au niveau des conventions BIM et des cahiers des charges BIM d'être très précis sur les LOI et LOD, qui sont en réalité des niveaux d'information importants à apporter pour préciser ce besoin et ne pas partir dans tous les sens dès lors que la démarche BIM est lancée puis est censée vivre ensuite. Il est important d'anticiper des divergences
qui arrivent souvent même en dehors d'une démarche BIM entre des acteurs de travaux et des acteurs de maintenance en fonction des organisations des uns et des autres. Parfois, c'est même des services complètement différents. Et donc, du coup, il est important, bien sûr, d'anticiper ça, de faire communiquer ces services qui devront, enfin, quoi qu'il arrive, in fine, communiquer et avoir des enjeux mutualisés et qui se rejoignent pleinement. Il est important de prévoir des moyens, qu'ils soient économiques ou humains, je pense en avoir assez parlé, mais c'est un vrai point de vigilance pour faire en sorte que la maquette vive, non pas dans les premiers mois, mais aussi dans les prochaines années, après la livraison. Les compétences et l'intégration itérative, ce sont des sujets qui sont en effet très importants, puisque ces compétences aujourd'hui, on les apprend, pour certaines elles sont maîtrisées, pour d'autres il y a encore besoin finalement de se border un petit peu, on va dire ça comme ça. L'intégration itérative des données dans la maquette, c'est, pour ceux qui en ont déjà fait, je pense que c'est assez évident, mais c'est toujours important de le rappeler, pour faire en sorte que la maquette soit toujours un outil et à jour au fur et à mesure des étapes. Et puis, bien entendu, l'administration des données, comme n'importe quel système finalement, nécessite une vraie vigilance dès lors qu'on est en BIM exploitation. Je fais la transition avec Laurent qui va vous parler in fine de finalement les perspectives qu'on peut avoir sur ces thématiques. Oui, merci. Donc, nous approchons de la fin. Prenez note également que nous allons prolonger cet événement pour répondre aux questions. Nous avons été un peu plus bavards, mais je pense que c'était important de vous exposer toute cette partie-là. Nous allons prolonger l'événement pour répondre à vos questions à la suite de cette dernière présentation sur les perspectives. On a vu qu'il y a un certain nombre de choses qui arrivent à maturité. Il y a des bonnes pratiques qui commencent à s'instaurer. Mais évidemment, il y a encore du chemin. Et effectivement, on peut aller vers, l'objectif, c'est d'aller vers du BIM centrique de bout en bout. Alors, quand on dit BIM centrique, souvent, la difficulté, c'est on confond maquette centrique avec BIM centrique. Et je pense que ce qui est intéressant de comprendre dans la perspective, c'est justement de continuer d'affermir cette continuité de processus avec les acteurs qui sont les acteurs de la post-construction, qui sont les acteurs d'exploitation-maintenance. Et donc, c'est cette vision du management partagé qu'il est nécessaire de renforcer à l'avenir. La maîtrise du dimensionnement des maquettes, c'est un enjeu à venir. Les outils qui permettent de diffuser et d'étendre la diffusion de l'accès aux maquettes aujourd'hui, dès le moment où on va souhaiter étendre cet accès, on va devoir passer sur des modes de diffusion web, on va devoir la rendre plus accessible. Et aujourd'hui, les maquettes sont souvent des maquettes trop lourdes et donc il faut affermir, comme ça a été dit, le niveau de LOD, notamment de détail des objets qui sont modélisés. Ils doivent être précisés afin d'obtenir des maquettes qui font relativement moins d'une centaine de mégas pour espérer pouvoir être diffusées simplement et maîtrisées, ne serait-ce que par les acteurs. La saisie de 100% des données qualifiées. Alors, on a vu dans les exemples, en tout cas, qui ont été remontés, 100% des données ne sont pas nécessaires dans la maquette. Il faut savoir les données qui vont dans la maquette, celles qui vont aller directement dans les outils prévus pour le cycle de vie, mais aussi il faut que ces données qui vont dans la maquette soient qualifiées, maîtrisées. Et donc là, il y a encore beaucoup d'efforts pour y arriver. La mise en œuvre d'un système complet. Aujourd'hui, on a des systèmes qui viennent en complémentarité, mais on n'a pas toujours de réflexion sur le système, sur une plateforme qui va être mise en place et qui va permettre durablement d'intégrer plusieurs maquettes, puisqu'on voit un projet, c'est une maquette, mais parfois, évidemment, les acteurs ont beaucoup de bâtiments, ont beaucoup d'infrastructures qu'ils vont consolider dans le même outil et qui vont interopérer avec le même outil de cycle de vie ou de SIG. La bidirectionnalité aussi, et donc c'est une problématique à la fois technologique, comment on réinjecte des modifications du terrain qui vont dans les outils de cycle de vie, qui vont remonter dans la maquette, mais aussi on peut se poser la question de la bidirectionnalité, de remontée d'informations entre les acteurs de terrain qui vont demander la modification de la représentation de certains objets. Et enfin, l'organisation autour de le meilleur usage des outils de BIM, des maquettes notamment, plus précis, des maquettes en exploitation maintenance. Et je pense que c'est directement lié à l'autre point, c'est la capacité aujourd'hui de proposer de nouveaux usages. Aujourd'hui, l'exploitation maintenance, il y a encore peu de choses des maquettes. Essentiellement, l'intégration des données, c'est vraiment la partie première, mais après, en exploitation maintenance sur le terrain, ça reste encore peu utilisé, sans doute aussi parce que des médias demain sont à réfléchir. On travaille beaucoup sur la partie réalité augmentée
pour avoir des médias avec une capacité d'étendre, évidemment, son smartphone et sa tablette. C'est intéressant, mais pour montrer des maquettes, pour les manipuler, ça reste parfois un peu difficile. L'approche du jumeau numérique aussi, la dimension temps réel, associée à la dimension graphique, associée au cycle de vie. Donc là, d'autant de perspectives sur cette consolidation d'un système d'information beaucoup plus complet autour des actifs patrimoniaux que sont les infrastructures ou les bâtiments. Ce sera l'occasion d'un autre séminaire, sans doute, d'aller beaucoup plus loin. Là, j'en ai terminé. Je cède la parole à Frédéric pour les questions-réponses. Merci Laurent, merci Géraud et Erwan pour cette présentation et ces nombreux REX qui étaient très intéressants. Je rappelle que dans le cadre de notre système qualité d'amélioration, un questionnaire de satisfaction va vous être proposé durant la session de questions-réponses que je vais ouvrir. Ça se trouve sur la partie en bas à droite et je vais le laisser quelques instants et ensuite on passera aux questions-réponses et il y en a beaucoup. Donc je vous reprends dans quelques secondes. Bon, je reviens. On va passer donc à la partie questions-réponses, messieurs. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup de questions qui ont été posées par les auditeurs. On y va. Laurent a parlé de partenaires pour le développement de visionneuses 3D dans les outils Carl. Est-ce qu'on peut citer ces partenaires? Oui, complètement. Alors, nous avons un partenaire historique qui est Esri pour justement toute l'approche autour du SIM, le BIM intégré au SIG. Donc ça, c'est un premier partenaire. Et puis, nous avons un autre partenaire, Geomap Imagis, qui propose une visionneuse qui s'appelle Railwar 4D, qui nous permet d'associer la vision quand on est dans d'autres typologies de projets. Donc voilà, on a plusieurs cordes à notre arc, et puis également on s'interface aussi avec d'autres outils dans la mesure où ces visionneuses sont web. Alors une autre question, quel est l'outil qui a été utilisé pour la modélisation? C'était en début de séminaire. Alors du coup, il y a plusieurs outils, je pense. On peut parler pour les deux cas les deux retours d'expérience que j'ai proposés. Donc il y en a une, c'était sur la partie des hospices, c'est du Revit qui a servi d'outil de modélisation. Et pour la partie du SIAP, il y a plusieurs outils, hein. Il y a du Revit pour la remodélisation suite à LIDAR. On a de la DEVA. Donc voilà, on peut trouver différents outils de modélisation. Peut-être je vais laisser Erwan et Géraud compléter. Pour la partie CEDIF Choisy-le-Roi, c'est du Revit, donc de Autodesk. Ok. Donc je continue. Le BIM inclut-il les données des assets uniquement ou des données dynamiques de capteurs? Alors ça, je ne sais pas, Laurent, tu peux peut-être compléter, mais d'un point de vue purement fonctionnement, je pense qu'il faut s'atteler à dire que l'équipamentation peut être injectée dans l'opération de travaux, mais en général, pour avoir de la remontée dynamique, il faut des connecteurs, il faut parfois même des modules qui font en sorte qu'on puisse faire communiquer les données techniques du bâtiment et puis la maquette numérique et les enjeux de la donnée au sein de cette maquette numérique. Je te laisse compléter, Laurent, peut-être. Oui, tout à fait. Je crois que je souscris complètement. C'est pas dans la maquette qu'on va retrouver cette dimension dynamique, même si elle peut s'afficher à travers la maquette, c'est un premier élément, mais ce sont des systèmes dédiés qui sont capables de prendre des informations en temps réel, donc soit les outils de
GTC, GTB. Et demain, enfin même aujourd'hui, on commence de plus en plus à avoir d'IoT aussi qui communiquent directement sans passer par les systèmes centralisés. Nous avons d'ailleurs une plateforme qui permet de collecter ces informations directement des IoT ou des SCADA, et donc on va partager cette information. Et donc on a un triptyque en fait, maquette, GMAO, GTC, IoT, qui coopèrent pour pouvoir fusionner les informations et les rendre accessibles soit à travers la maquette, soit à travers la GMAO, en fonction des usages, si c'est pour déclencher des plans de maintenance par exemple, ou faire de la maintenance prédictive assistée par intelligence artificielle. Donc voilà, ça n'est pas dans la maquette. Voilà, ça fait vraiment partie des éléments qui viennent en complément. Et quand on parle de système d'information global, on est vraiment dans l'architecture. Comme on a un ERP, eh bien demain, effectivement, on a une sorte d'ERP complet entre le cycle de vie, la dimension graphique, la dimension temps réel et la coopération de différents systèmes. Et il n'est pas exclu, en tout cas nous on travaille beaucoup sur ces approches-là, d'avoir cette dimension cumulée et cohérente. Ok, très bien. Une autre question, peut-on utiliser le logiciel avec n'importe quel système de classification, par exemple Omniclass ou Uniforma, en associant attributs et relations dans les objets? Qui peut répondre à cette question? Oui, mais je peux essayer de répondre. Donc, effectivement, pour le retour d'expérience que j'ai présenté, on s'est appuyé finalement sur une des classifications qui existent. Donc, il en existe plusieurs qui sont normées. Donc, Uniforma, Omniclass. En fait, l'intérêt de ces outils-là, c'est de proposer des systèmes de codification qui vont permettre de classifier les objets selon leur nature. Voilà, l'intérêt, c'est que c'est des cadres qui sont encore une fois prédéfinis et normés. Donc, on est sûr que en appliquant ce genre de classification, on va balayer l'ensemble des disciplines et des objets présents dans notre projet. Voilà, ça sans rien omettre. Et on peut, le cas échéant, aussi adapter un peu ces classifications-là s'il y a un peu des manques. On peut toujours rajouter des lignes en gardant le principe de la structure, quoi. D'accord, merci Géraud. Peut-être apporter un petit complément Vas-y. aussi. Oui. Ça va dépendre aussi de la maturité du système d'exploitation en maintenance mis en place. Si vous avez déjà des outils de gestion, la plupart du temps, il y a déjà des codifications, des structurations des équipements qui ont été mises en œuvre. Et dans ce cadre-là, il sera important de pouvoir les reprendre par souci de cohérence. Et donc, voilà, ça va dépendre de l'usage. Quand on n'a pas de structuration, de codification ou d'identification des objets, vous pouvez vous appuyer sur ces structurations. Quand vous en avez, pas forcément. Donc, ça va dépendre vraiment de la maturité que vous avez. Alors, une autre question, les différentes maquettes qui ont été présentées sont-elles issues de logiciels divers et gérées en export IFC? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut tout de même déplacer les objets? Alors, Bon. à mon avis, oui, les différents cas d'usage sont différents. Ils n'ont pas utilisé forcément les mêmes outils. Alors, il y a vraiment deux choses. Il y a la partie au sein des outils de modélisation. C'est important, je pense, pour le donneur d'ordre qui fait construire ou qui réhabilite son système, d'être en capacité de maîtriser les outils de modélisation. Sinon, le risque, c'est évidemment que les maquettes soient remises et qu'ensuite elles ne puissent plus évoluer du fait qu'il y a une non-maîtrise de la gestion de ces outils et de cette modélisation-là. Et donc la modification elle doit être faite par des professionnels qui comprennent ce qu'ils sont en train de modifier et évidemment par des outils qui sont faits pour le faire. C'est souvent pas l'exploitation maintenance qui va changer ou remodifier. Par contre, il est possible dans certains contextes que les ressources qui sont en capacité de faire évoluer les maquettes se trouvent dans les services techniques parce que souvent la dimension technique est très forte sur certains équipements et donc là peut-être des acteurs des services techniques qui ont des compétences autour de
outils de modeling que l'on a cités. Je ne sais pas si Erwan ou Jérôme veulent peut-être apporter d'autres précisions. Non, je suis assez d'accord avec ça. Juste, il y avait une petite précision peut-être. Donc, dans la question était évoqué le format IFC. Donc, le format IFC, c'est un format d'échange standard, normalisé entre les différents outils de modélisation du marché. Et donc, on peut, entre guillemets, commencer une maquette avec un logiciel A, l'exporter en IFC, la continuer avec un logiciel B. Par contre, en soi, le fichier IFC est quelque part un petit peu figé et n'a pas vocation à être modifié directement, quoi. Plutôt à être, encore une fois, une passerelle entre deux outils. Mais je rejoins ce que disait Laurent, si ensuite on veut modifier plus en profondeur la maquette, ben, on importe cet IFC dans notre outil de modélisation et on va y apporter nos modifications. Peut-être juste un petit dernier complément. Nous, par exemple, on a choisi de capitaliser aussi sur l'IFC pour récupérer les données de manière itérative. Alors, je ne parle pas forcément de la dimension graphique, mais aussi, surtout de la dimension attributaire, et ça marche quand même plutôt bien, y compris avec Revit, dans la configuration de Revit, pour récupérer toutes ces données, y compris des données qui ont été ajoutées à la construction, notamment sur des équipements techniques. Donc, voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'important de pouvoir aussi se fier et se baser sur les standards d'échange. Je continue. Une autre question. Si un équipement est réformé dans la SGMAO, est-ce qu'on peut imaginer que la maquette numérique puisse être mise à jour automatiquement? Alors là, c'est le lien bidirectionnel dont on parle, le lien technique bidirectionnel. Alors actuellement, nous, on a des exports qui permettent de ressortir les matériels avec le GUID qui permet de faire cette clé en fait unique qui permet à travers une maquette de pouvoir savoir de quel objet on parle. Donc on a des exports qui permettraient d'exporter les équipements, leur état et cette partie GUID pour faire la correspondance avec la maquette. Ces outils restent encore beaucoup manuels, on peut faire ces exports et ensuite les réimporter côté Revit. Reste à aller vers vraiment des systèmes beaucoup plus interfacés, beaucoup plus souples. On réfléchit à d'autres normes d'échange, d'autres normes d'information. C'est en cours, ça fait partie des travaux pour les années à venir pour améliorer cette coexistence, mais on l'avait déjà avec le SIG, c'est pas nouveau. Comment on fait quand on déplace un hydrant sur un territoire. Donc, sauf que là, on a affaire à des outils qui sont un petit peu différents des outils SIG qui, eux, sont déjà structurés, normés pour fonctionner en base de données, avec des bases de données classiques. Donc là, il y a vraiment encore du travail pour aller vers des systèmes complètement intégrés, mais aujourd'hui, il y a quand même les moyens de faire communiquer ces systèmes. Et il y a encore une vague d'amélioration claire sur cette approche-là. D'accord. Alors après, une autre question qui inclut aussi une remarque de l'auditeur, c'est tout le monde s'accorde à dire qu'un DO est souvent incomplet et peu fiable. Comment pouvez-vous garantir la validité des données, data et graphiques, sur lesquelles s'appuie le BIM GEM? Bon, je peux déjà apporter un premier élément de réponse et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer aussi à travers le retour d'expérience de Choisy le Roi, mais on met en place aussi sur d'autres opérations chez Artelia, c'est d'avoir un suivi continu finalement de la production de ces maquettes tout au long de la phase d'exécution pour s'assurer déjà que les maquettes permettent de produire les études d'exécution et puis c'est quand même la première étape pour arriver à une maquette DOE. Donc la réponse quelque part c'est un contrôle continu au fur et à mesure de la production de ces maquettes par les différents intervenants. D'accord. Et peut-être compléter rapidement quand même, d'un point de vue dimension, on est bien d'accord à dire que le DOE en lui-même, même sans démarche en maquette numérique, constitue une vraie préoccupation des services de gestion. En réalité, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut bien s'atteler, c'est pour ça que j'insistais à un moment donné sur quel est le besoin et quelle est
je dirais l'expression de besoin par rapport à cette projection en exploitation. Qu'est-ce qu'on veut de ce DO numérique ou de cette maquette numérique pour la phase d'exploitation? Parce qu'à ce moment-là, on peut aussi concentrer notre énergie sur des sujets particuliers qu'on attend tant de la maîtrise d'œuvre que des entreprises, et faire en sorte que ces sujets-là soient maîtrisés avant l'injection en BIM d'exploitation, et donc faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions. Voilà, c'est juste pour préciser. D'accord. Une autre question, avez-vous des exemples concrets des plus-values apportées par le BIM sur les aspects ressources et financiers par rapport à votre expérience? Au passage, on a pas mal de questions autour de ces sujets-là, de retour en fait suite à des mises en place de BIM, quoi. Alors, je peux à nouveau proposer déjà une première partie de réponse. C'est vrai que il n'y a pas que le coût économique, puisqu'en réalité, donc, il y a l'impact économique que peut engendrer une ressource en charge de faire vivre la maquette numérique en exploitation, éventuellement l'externaliser si c'est nécessaire, et puis ensuite faire vivre des systèmes, parce que des systèmes informatiques, des systèmes numériques, ça nécessite aussi finalement un support, un SAV, quelque chose qui fait vivre finalement les logiciels et les données. Donc rien que ça, déjà, ça nécessite un peu d'investissement économique. Simplement, dans un schéma conventionnel, il faudra aussi faire vivre la GMAO à part, avec un autre contrat pour faire vivre la GTC, pour un autre contrat faire vivre encore un autre système. Donc on peut retrouver comme ça des parallélismes. Après, encore une fois, hein, j'insiste, mais l'expression de besoin est importante. Il y a d'autres intérêts, par contre, que l'intérêt économique. Certes, le nerf de la guerre, c'est bien sûr l'argent, mais il y a aussi la fiabilité et la pérennité des ouvrages. Dès lors que vous centralisez vos données et que vous uniformisez finalement cette démarche en exploitation, en général, vous avez bien moins besoin de faire des audits tous les 10 ou les 15 ans pour se dire, au fait, mon patrimoine, il fait combien de mètres carrés, qu'est-ce que j'ai comme équipement, de quelle marque et de quelle puissance. Vous voyez, surtout si vous voulez renouveler votre parc, revendre une partie, en ajouter une autre. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça peut répondre en partie à la question, mais en tout cas, ça donne des pistes. Oui. Après, j'ai une question un peu plus générale et qui finalement est en amont du projet BIM. Quels seraient les enjeux ou les besoins types qui feraient en sorte que le développement d'une maquette numérique est à envisager? Est-ce qu'il y a des éléments qui font que forcément il faut faire du BIM dans tel ou tel cas? Est-ce qu'il y a des typologies qui en ressortent? J'ai envie de dire que c'est pas lié à la typologie propre. Évidemment, les objets qui sont plus complexes, les infrastructures plus complexes, les équipements techniques, les bâtiments plus complexes vont avoir plus d'intérêt à aller, en tout cas, ou plus rapidement des bénéfices à aller vers ce type d'approche. Ceci dit, c'est comme le passage de la planche à dessin au plan numérique en 2 dimensions, etc. Je crois qu'après, c'est un élan, c'est une façon de travailler et quelque part, eh bien, on va gagner en information tout en mettant la même énergie pour pouvoir obtenir cette information et la faire vivre dans le temps. Donc, c'est aussi le sens de l'histoire qui va se mettre en place. Et donc, quelque part, les standards de demain, j'ai envie de dire, ou d'aujourd'hui déjà, hein, dans certains contextes. Donc, ce ne sera pas pour moi lié à terme à la taille d'un projet. Sans doute, comme toujours, ce sont plutôt les plus importants qui se lancent dans ces approches parce qu'ils ont la capacité de pouvoir investir dessus. Mais on le voit bien, ça se démocratise et rien ne vous empêche, ça a été dit, hein, d'avoir des conventions qui sont plus légères, des choses plus light, qui permettent d'aller plus vite à un niveau d'information plus réduit, mais tout en gardant une certaine qualité. Et donc, ce n'est pas la quantité d'informations que recueille la maquette qui en fait sa qualité, c'est sa capacité à répondre aux besoins de l'exploitation maintenance dans la suite du cycle de vie ou aux attributs qui servent aux simulations dans la phase de construction, conception. Donc, voilà, pour moi, ça ne va pas être du tout lié à la taille demain. Après, peut-être que Erwan et Géraud peuvent compléter. J'ai d'autres questions, hein. D'accord. Ok, non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Laurent. D'accord. Je préciserai juste une petite chose, et ça répondra à une question qui nous a été posée, je crois, sur le chat en parallèle. C'est que là, on parle beaucoup finalement de la solution, du logiciel,
et finalement des modules et des fonctionnalités. Et il est important aussi, à un moment donné, d'orienter ces acteurs qui sont en charge de développer, qui sont en charge de produire des systèmes et de les faire vivre. Et donc, du coup, il est important de savoir exprimer finalement ce dont on a besoin. Parce que parfois, les systèmes permettent finalement pléthore de fonctionnalités. On a du mal à se retrouver dans tout ça. Quel est ce dont on a réellement besoin? Qu'est-ce qu'on peut se payer? Qu'est-ce qu'on peut faire vivre? Qu'est-ce qui répond au patrimoine? Et c'est vrai que ça doit être finalement un travail conjoint, imbriqué. On a des solutions, mais on a aussi des donneurs d'ordre, des gestionnaires qui doivent pouvoir s'exprimer là-dessus, en trouvant peut-être d'un moyen peut-être très simplifié, mais tout du moins, voilà, les grands axes directeurs qui permettent que tout ça fonctionne bien. Très bien. Une autre question concernant les ressources et les profils à mettre en place pour faire vivre un tel système. Je sais que ça a déjà été abordé dans la présentation elle-même, mais je voudrais redire en fait quelles sont ces ressources et ces profils. Allons-y. Alors, pour la partie ressources et profils, alors ressources, il y a à la fois la ressource économique et la ressource humaine, puisqu'en réalité, pour ceux qui font de l'exploitation, il faut forcément avoir une ligne budgétaire, ou tout du moins la prévision qui permet voilà, de s'assurer que cette base BIM exploitation vive dans le temps. Donc il y a déjà des moyens économiques. Après, en termes de ressources et de profils, il y a des termes aujourd'hui de BIM manager qui sont aujourd'hui un peu normés, un peu cadrés, qui permettent d'avoir un œil avisé sur les enjeux d'exploitation, enfin les enjeux de BIM, pas toujours d'ailleurs exploitation. Donc là, le BIM manager aujourd'hui sait faire des enjeux conception-construction et commence à savoir faire également de l'exploitation maintenance. Donc tout dépend bien sûr s'il est accompagné, voilà, s'il est intégré dans un service. Donc en termes de profil, on peut mettre des BIM managers internes ou externes en fonction des moyens aussi à disposition pour faire en sorte qu'en exploitation ça vive. En ressources, le terme ressources est assez large, je ne sais pas quel est le point précis concerné, mais en ressources, évidemment, il faut forcément un poste qui soit bien équipé, bien, je dirais équipé en hardware, mais aussi en software. Donc, la partie logicielle et la partie matérielle de la partie informatique, c'est pas juste un PC classique. Il va falloir quand même faire en sorte qu'on ait une installation qui tourne et éventuellement même des ressources externalisées. Alors aujourd'hui, on a choisi de vous présenter ceci en partenariat avec Carl, mais voilà, l'idée c'est d'avoir aussi un logiciel qui soit pleinement intégré dès le début pour faire en sorte que les enjeux vivent et que vos ressources, telles qu'elles soient, aient les outils pour faire vivre cette dimension exploitation. Je ne sais pas si Laurent ou Géraud, vous avez des compléments. Moi, je pense que ça a été. Non, je pense que tu l'as très bien dit. Et il y a aussi une notion de compétence et de formation pour être capable de faire vivre, je l'évoquais, mais c'est-à-dire évidemment des compétences en BIM management, mais aussi en manipulation de ces outils. Et donc ça devient quelque chose d'essentiel. En tout cas, celui qui se lance dans un projet BIM ou qui se fait emmener dans un projet BIM doit s'assurer derrière de la capacité à faire vivre ces éléments. Sinon, eh bien, on tombe dans l'élément où les informations, au bout de quelques mois, ne sont plus à niveau, et donc on perd de crédibilité, et la perte de crédibilité sur une information graphique ou attributaire fait qu'on perd confiance dans les systèmes, et bien du coup on perd, et on est obligé de réactiver soit des inventaires, soit une mise à niveau, soit une remodélisation. Et donc là, c'est vraiment un des enjeux qu'il faut aussi avoir en tête, ce qui a été peu abordé, puisqu'on est dans cette phase où on commence, beaucoup de projets sont dans cette phase où ils ne sont pas encore depuis plusieurs années en exploitation maintenance. Et donc, on a encore peu de retours d'expérience autour de ces sujets-là, mais ça va être aussi un des enjeux. Et donc, s'il n'y a pas d'acteur humain quelque part qui est garant, qui assure cette continuité d'information, cette remontée d'information, eh bien, voilà, il y aura une perte d'efficacité sur tout ce qui aurait pu être mis en travaux. Alors messieurs, on va finir cette partie questions-réponses par une dernière question. Avez-vous des expériences de projet BIM dans le domaine de l'aménagement urbain, espace public incluant des espaces verts?
Oui, je peux répondre pour Artelia. On a plusieurs références. On a des projets en cours, effectivement, de ZAC, notamment, avec où les espaces publics de la ZAC sont traités en BIM. Donc, la partie VRD, on va dire, les réseaux, les voiries, mais aussi les aménagements de surface avec le mobilier urbain, l'éclairage public, les candélabres, et puis les différentes zones paysagères, on va dire le traitement paysager des surfaces, les nous, et ainsi de suite, sont D'accord. modélisés, sont intégrés dans des maquettes numériques. D'accord. Alors finalement, il y a d'autres questions qui arrivent, donc je continue. CarSource intègre-t-il une visionneuse BIM ou faut-il passer par une plateforme BIM? Alors pour l'instant, la visionneuse, on a une visionneuse 2D, une visionneuse SIG. On est en train de faire évoluer notre visionneuse SIG pour passer vers de la 3D et vers du SIM. Et donc, on n'a pas de visionneuse 3D actuellement. On utilise celle de nos partenaires. Mais voilà, on a un ensemble d'outils ou de partenaires qui peuvent nous aider, voire nos propres outils en construction. Ok. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on le fera en off, puisque quand même le temps passe. Donc ce web séminaire touche à sa fin. Nous rappelons, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur le sujet, que la vidéo sera prochainement mise en ligne. Vous pourrez euh, vous permettre de la partager à vos collaborateurs. Nous vous souhaitons une bonne continuation, une bonne journée, en espérant vous retrouver lors d'un prochain web événement organisé par Karl Berger-Levrault. Je vous dis une bonne journée et à très bientôt. Au revoir messieurs et un grand merci.